Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de corrosion différentielle, qui est donc une autre sorte de corrosion, après avoir évoqué la corrosion uniforme dans la vidéo précédente. Alors, avant de parler de la corrosion différentielle sur un métal, on va rappeler ce qu'on a vu dans l'application de la partie 2 de ce cours, qui était l'action des acides sur les métaux. On avait étudié en particulier l'exemple du plomb. Et on avait dit que si on plongeait une lame de plomb dans une solution acidifiée, il ne se passait rien, blocage cinétique à cause de la surtension cathodique de H+ sur le plomb. Par contre, si on plongeait, donc je vais refaire le dessin ici, une lame de plomb dans cette solution à pH égale 0, donc là j'ai pH égale 0, je plonge ma lame de plomb, donc on l'a dit, il ne se passe rien. Mais si j'y rajoute un fil de platine, que je plonge aussi en solution, et bien là qu'est-ce que j'observe? Le plomb va être rongé, donc ça veut dire que Pb devient Pb2+, et on observe un dégagement gazeux au niveau du fil de platine. Donc ça veut dire qu'ici, H+ devient H2. Donc en fait, c'est vraiment la base de la corrosion différentielle, ce phénomène. Donc on explique, je le rappelle, avec les courbes intensité potentielle. Ici, donc je ne mets pas les valeurs encore une fois, mais c'est le principe qui compte. Pb s'oxyde en Pb2+. Et on avait vu que la courbe de réduction d'H+ en H2 sur le plomb était ici. Et donc, j'ai aucune valeur de courant possible. Donc ça, c'était sur Pb. Alors que sur platine, c'était là. Et donc, là, on se rendait compte que sur le platine, il y avait, alors j'ai un petit peu exagéré sur la pente de mes branches, ce qui fait que j'ai un peu de mal à trouver un potentiel mixte. Ici, c'est pas grave, on va remédier à ça. Voilà, Pb devient Pb2+. Donc on va dire à peu près ici, j'ai un potentiel mixte avec égalité des courants anodiques et cathodiques. Et donc voilà, c'est ça la corrosion différentielle. C'est quand l'oxydation se produit sur un métal et la réduction sur l'autre, voire même, et c'est ce qu'on va voir dans la suite, aller encore plus loin, quand l'oxydation se produit sur une partie du métal et que la réduction se produit sur une autre partie du métal, c'est-à-dire d'un même métal. C'est exactement ce que je vais vous montrer ici. Donc là, il y a une manip qui a été faite. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite parce que j'ai pas les produits à la maison, mais c'est assez facile à faire. Donc, on prend ici un récipient dans lequel on vient mettre un clou. Et en fait, on va plonger ce clou dans une solution qui contient deux colorants. La phénolphtaléine. La phénolphtaléine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient rose en milieu basique. Donc en fait, on voit tout de suite si du H+ est consommé ou inversement si du HO- est produit. Et elle contient aussi des ions hexacyanoferrates, 2R, pardon. Donc les ions hexacyanoferrates, en présence d'ions fer2, forment un complexe bleu. Donc il permet de détecter immédiatement la présence d'ions fer2. Et on rajoute de l'agar-agar. Pourquoi on fait ça? L'agar-agar va permettre de gélifier cette solution en quelques minutes. Et donc, quand la couleur va commencer à apparaître, elle ne va pas se diffuser partout, elle va juste se diffuser localement autour du clou. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer? Et là, c'est vraiment intéressant. Eh bien, ici, au niveau du corps du clou, ça va devenir rose. Et au niveau de la tête du clou et de la pointe, ça va devenir bleu. Alors là, si on regarde bien sur la photo, il y a un petit peu de rose qui apparaît là. Mais j'ai déjà fait cette manip, souvent ça devient bleu vraiment au niveau de la pointe et au niveau de la tête. Pas de problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? On va essayer d'interpréter. Ça veut dire qu'au niveau du corps du clou, au niveau du centre, là, il y a soit du H+ qui a été consommé, soit du HO- qui est apparu. Et qu'au niveau de la tête du clou et de la pointe, il y a du fer de plus qui est apparu. Puisqu'il y a du fer de plus qui est apparu, là, il n'y a pas de choix. On va mettre ça en bleu. Là où il y a du bleu,
c'est que le fer solide s'est transformé en fer de plus, en libérant donc 2 électrons. Là où c'est devenu rose, bah, qu'est-ce qui a pu réagir? Bah, a priori, il y a eu consommation d'H+, ou production d'H-, de toute façon c'est la même chose. Donc bah, c'est le couple H plus H2. 2H+, plus 2 électrons, donne H2. Et donc ça veut dire que les électrons qui ont été libérés ici, quand le fer s'est transformé en fer de plus, bah, les électrons sont partis par là, au centre là. Même chose ici. Et à cet endroit-là, ils se sont combinés avec les H+, pour donner du H2. Et donc H+ étant consommé, on passe ici localement en milieu basique. Donc c'est exactement ça la corrosion différentielle. La corrosion différentielle, c'est quand sur un métal, une partie du métal va être oxydée, et sur une autre partie du métal va se produire la réduction de l'agent oxydant, finalement ici c'est H+. Voilà. Et donc la question c'est pourquoi j'ai de la corrosion uniforme, la corrosion différentielle, pardon, et pas de la corrosion uniforme. Parce que tout à l'heure on avait dit je plonge un clou dans de l'eau, normalement c'est de la corrosion uniforme. Bah, en fait, à expliquer c'est pas si simple. Beaucoup de choses peuvent expliquer la corrosion différentielle. Ici, comment on peut expliquer la corrosion différentielle? Eh bien par le fait que la pointe du clou et la tête du clou ont subi des contraintes à la fabrication. À la base, un clou, qu'est-ce que c'est? C'est juste un cylindre métallique. Qu'est-ce qui lui arrive? À cet endroit-là, il va être coupé, et donc pour former la pointe. À cet endroit-là, il va être aplati pour former la tête. Donc ces deux endroits ont subi de fortes contraintes, déformation de la structure cristallographique, alors que sur le reste du clou, il n'y a pas eu de contraintes particulières, sauf à la fabrication du cylindre évidemment, mais ces contraintes de toute façon ont lieu sur tout le clou. Donc il n'y a pas de contraintes supplémentaires, on va dire, au centre du clou. Et donc les contraintes supplémentaires qu'a subi le clou sur ces deux extrémités, on va dire que ça a un petit peu affaibli le clou à ces endroits-là. Et donc la corrosion va préférentiellement se faire aux endroits où le clou a été affaibli. Donc c'est une des deux explications possibles de la corrosion différentielle. Donc c'est ce que j'ai mis là. Au sein d'un même métal, si ce métal présente des hétérogénéités de structure, ou inversement, si la solution, elle, présente des hétérogénéités de concentration. On peut avoir une solution où à certains endroits j'ai une forte concentration en H+, moins à d'autres endroits. Donc évidemment, la réduction va se faire plutôt là où il y a plus de H+, et l'oxydation à un autre endroit. Donc on ne vous demandera jamais de prévoir une corrosion différentielle. Par contre, il faut être capable de proposer une explication à ce phénomène. Vous verrez ça dans les exercices et les extraits de sujets de concours que vous aurez. Et évidemment, l'autre explication, on l'a vu tout à l'heure, celle-ci, elle peut être prévue et elle est très facile à expliquer. C'est quand on a deux métaux différents. Donc là, je trace les courbes de réduction d'H+ sur chacun des métaux et je vois lequel permet le courant le plus important. Voilà, on a terminé avec la corrosion différentielle. Donc vous avez vu les deux types de corrosion possibles, corrosion uniforme, corrosion différentielle. Et on va voir dans la dernière partie comment est-ce que je peux protéger un métal contre la corrosion.